Joliba Afternoon News. Paris riposte aux accusations du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. À l'occasion de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a tenu un long discours. Probable prolongation de la transition annoncée par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Vous aurez les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, c'était là les grandes articulations de ce journal. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Paris riposte aux accusations du Premier ministre Shogel Kokala Maïga, alors que le samedi, à la tribune de l'ONU, Shogel Maïga a qualifié le comportement de la France d'abandon en plein vol avant d'affirmer dimanche sur RFI avoir appris par la presse la fin de l'opération Barkhane. Des propos qui ont provoqué de vives réactions lundi 27 septembre du Quai d'Orsay et de la ministre des Armées Florence Parly. Le Quai d'Orsay est d'abord monté au créneau pour rejeter, je cite, les accusations formulées par le Premier ministre malien. La transformation de notre dispositif militaire au Sahel ne constitue ni un départ du Mali, ni une décision unilatérale et il est faux d'affirmer le contraire, a déclaré la porte-parole du ministre français des Affaires étrangères. Comme évoqué dans les titres, à l'occasion de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a tenu un long discours. Dans son allocution, il a dénoncé la dégradation de la situation sécuritaire du pays, malgré la présence des forces internationales, particulièrement la France. Une intervention que plusieurs citoyens qualifient de courage. Aruna Saliakone revient sur les grandes lignes. Telle que l'opération française Barkhane. Il lui a fallu 30 minutes d'horloge pour égrener à la tribune des Nations Unies les problèmes du pays. Le Mali a été abandonné en plein vol. C'est la formule utilisée par le Premier ministre pour montrer la gravité de la situation due à la fin de l'opération Barkhane. Sans prendre des gants pour l'exprimer, le Premier ministre avoue son incompréhension et sa préoccupation face à cette annonce du retrait de la force Barkhane de certaines zones du Mali et l'amorce de sa transformation en coalition internationale avec des contours toujours méconnus par l'État malien. La décision est unilatérale et viole le principe de la consultation et de la concertation qui doit être la règle entre partenaires privilégiés. Cette situation de solitude conduit l'État malien, selon lui, à explorer les voies et moyens pour mieux assurer sa sécurité de manière autonome ou avec d'autres partenaires de manière à combler les vides. Shogel Maïga ajoutera que cette évolution de la situation doit également inciter les Nations Unies à avoir désormais une posture plus offensive sur le terrain. Puisque de mars 2012 à ce 25 septembre 2021, la situation du pays ne s'est guère améliorée, fustige le Premier ministre. Les villages rasés de la carte, des femmes et des nourrissons souvent brûlés vifs. Le Premier ministre regrette que tous ces drames se produisent 8 ans après le début de la mission onusienne au Mali. Cette dégradation du climat sécuritaire donne aux Maliens et Maliennes le sentiment que la MINUSMA a dévié sa mission. Elle doit alors, selon le Premier ministre, changer le fusil d'épaule. Par ailleurs, dans un souci de cohérence et d'efficacité, le gouvernement du Mali s'apprête à mettre en place une structure de suivi et de coordination des activités de la MINUSMA, ainsi que l'élaboration d'une stratégie de gestion intégrée de la crise au centre du Mali. Dans la même veine, une structure appelée cadre intermalien pour la mise en œuvre de l'accord sera mise en place pour la poursuite de la mise en œuvre intelligente et la relecture consensuelle de l'accord. Il a touché à la question de l'organe unique de gestion des élections. Cet organe permettra, selon lui, de poser les jalons politiques, juridiques et institutionnels de la restauration de la confiance des acteurs politiques et des citoyens lors des compétitions électorales futures. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Toujours en marge de son discours à l'ONU, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a assuré dimanche lors d'une interview exclusive accordée à France 24 que les élections présidentielles et législatives maliennes prévues le 27 février 2022 pourraient être reportées de quelques semaines ou mois. Des explications avec Aminata Chektal. Il vaut mieux avoir quelques semaines de plus, même quelques mois de plus, que de retomber dans une crise qui nous met dans l'incertitude, peut-être avec un autre soulèvement, un autre coup d'État, avec tout ce qui peut se profiler à l'horizon.
C'est le raisonnement défendu par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga dans une interview exclusive accordée à RFI et France 24. Le chef du gouvernement malien a longuement argumenté sur la probable prolongation de cette transition. En effet, pour le Premier ministre de la transition, le gouvernement s'attache à respecter ses engagements, mais ce respect s'accompagne de réalisme. Car selon lui, en politique, il faut être réaliste. Il rappelle qu'un premier gouvernement avait annoncé un chronogramme fixé à partir des positions de principe de la CEDEAO, auxquelles peu de Maliens croyaient en réalité. Il faut donc, au dire de Choguel Maïga, procéder de la manière inverse cette fois-ci. Il précise « Nous allons identifier les actions, les opérations pratiques à mener jusqu'aux élections. À partir de là, on peut tomber sur le 27 février, comme on peut avoir 2 semaines ou quelques mois de plus. Le plus important, c'est de tirer des leçons du passé. Par ailleurs, la confirmation de cette probable prorogation confirme ainsi les doutes qui sévissent depuis un certain temps au sein de la classe politique malienne. Des doutes qui ont été à l'origine de la création de multiples coalitions. Certaines étant favorables à l'idée, pendant que d'autres font tête brèche. Cependant, le gouvernement compte sur les résultats des assises dites de la refondation, prévues pour fin octobre 2021, pour fournir un calendrier, un chronogramme détaillé à ses partenaires. En attendant cette concertation, la prorogation de la transition reste une hypothèse. Une hypothèse, aujourd'hui plus que jamais, très plausible. Sur tout autre plan, dans le cadre de l'affaire dite de l'achat des équipements militaires, des officiers de l'armée malienne ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 27 septembre par le pôle économique et financier. À rappeler que plusieurs anciens ministres ont également été inculpés dans le cadre de la même affaire. Aussi, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, vient de doter l'état-major général des armées de 2 nouveaux hélicoptères de marque russe. D'autres importants matériels sont en cours d'acquisition pour le théâtre des opérations au Mali avec nos partenaires russes. Il est à préciser que ces 2 appareils sont différents des 2 hélicoptères bloqués par les USA et la France au motif que notre armée emploierait des enfants soldats. Leurs avions manquent de transpondeurs et le fabricant américain refuse de les fournir. Le Mali fait suite à 2 sanctions des États-Unis empêchant la livraison des armes de guerre au Mali. Le ministre de la Défense, colonel Sadio Camara, déterminé à assurer au Mali son indépendance militaire malgré les durs obstacles, a décidé de changer la destination. La Russie est désormais notre partenaire privilégié et pour cela, il a déjà acquis le soutien indéfectible du président, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Selon des sources proches du département, la cérémonie de remise des nouveaux hélicoptères financés entièrement par le budget du ministère de la Défense et des anciens combattants est prévue jeudi après-midi à la base aérienne de Sénou. Condamné pour crime de guerre et génocide, l'ancien colonel rwandais Théoneste Bagosora est décédé dans une clinique à Bamako le dimanche 26 septembre. Il purgeait sa peine de 35 ans à la prison de Koulikoro. Plus de détails avec Abdoulaye Koniba Konaté. 800 000, c'est le nombre d'individus à qui le colonel Théoneste Bagosora a coûté la vie. C'est le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, qui l'a reconnu coupable en 2008 pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Mort à l'âge de 80 ans, il était en détention à Koulikoro avec des co-détenus, aussi condamnés par le TPIR. Surnommé le cerveau du génocide, le colonel Bagosora est considéré comme l'architecte et le penseur du génocide de Rwanda en 1994. Pour rappel, du 6 avril au 4 juillet 1994, 800 000 Rwandais, majoritairement des Tutsis, ont été tués par leurs compatriotes qui sont pour la plupart des Hutus. Le génocide commence lorsque l'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana, accompagné par son homologue burundais Cyprien Taryamira, fut abattu par un missile. Au lendemain de cet attentat, c'est la chasse aux Tutsis qui fut lancée par des militaires. Ces actions ont conduit à l'espace de 100 jours au massacre de 800 000 Rwandais, dont la plupart des Tutsis, faisant de ce génocide le plus rapide de l'histoire.
L'image du jour nous conduit à la découverte de l'architecture australienne. L'architecture australienne, au moins au début de l'histoire du pays, fut influencée par les architectures anglaises et américaines. Au mieux, les architectes australiens cherchaient à être les premiers à importer les nouveaux styles et essayaient de leur donner des caractères locaux. L'architecture australienne contemporaine post-Seconde Guerre mondiale reflète le multiculturalisme de la société australienne et lui donne une identité émergente multifactorielle. Elle a été fortement influencée par les modèles britanniques. Sydney a été fondée en 1788 et Hobart en 1803. Tous les deux comme colonies pénitentiaires, les exemples les plus anciens de l'architecture européenne sont donc situés près de ces villes et souvent il a été construit par des prisonniers dont Port Arthur en Tasmanie reste peut-être l'exemple existant le plus impressionnant. Un ex-prisonnier, Francis Gridway, 1777-1837, est devenu le premier architecte notable à Sydney et un certain nombre de ses conceptions existent toujours dans Hyde Park Barrack. L'actualité internationale à présent avec Fantadjara. Bâtiments effondrés, vitres brisées et maisons à ciel ouvert. Le puissant séisme qui a secoué la Crète a fait un mort et 11 blessés, en particulier dans la ville d'Al-Khaloshori, où les habitants effrayés par les nombreuses répliques sont descendus dans la rue. « Sortez, ne restez pas dans les maisons », crie Maria en courant hors de sa maison de plain-pied à Al-Khaloshori, endommagée par les séismes. La terre a tremblé lundi matin à 9h17 dans cette agglomération agricole de 10 000 habitants à une trentaine de kilomètres d'Héraklion, le chef-lieu de Crète, la plus importante île de Grèce. Des gravats et des vitres brisées jonchaient les routes d'Al-Khaloshori et du village voisin de Mélésès, où des pans entiers de vieux bâtiments se sont effondrés. 11 personnes ont été hospitalisées, souffrant surtout de fractures, dont 2 ont été transférées à l'hôpital d'Héraklion. Evangelia Christaki, âgée de 62 ans, prend soin de son mari handicapé sous un arbre, qui est âgé de 67 ans, et de sa belle-mère de 96 ans, dont la maison a été totalement détruite. Au moment du séisme, j'étais dans ma maison, tout est tombé. J'ai pris mon mari et on est sorti, a-t-elle confié à une source. Heureusement, notre maison n'a pas été trop endommagée, mais les autorités nous ont dit de rester dehors pour les prochaines heures. De toute façon, on a si peur, poursuit-elle. L'épicentre du séisme d'une profondeur de 10 km a été enregistré à 23 km du sud d'Héraklion et à 346 km du sud de la capitale grecque, selon l'Observatoire géodynamique d'Athènes. Après la secousse principale, l'Observatoire d'Athènes a enregistré plus de 30 répliques en 5 heures, dont les plus importantes d'une magnitude de 4,5. L'armée et les pompiers dressaient des tentes pour abriter les habitants laissés sans toit. La Grèce est traversée par d'importantes failles géologiques et des tremblements de terre y sont fréquents. Le dernier séisme meurtrier s'est produit le 3 mars dans le centre de la Grèce, à Elassona, faisant 1 mort et 10 blessés, ainsi que d'importants dégâts. Le 30 octobre 2020, un séisme de magnitude 7 avait secoué la mer Égée entre l'île grecque de Samos et la ville turque d'Izmir, faisant 114 morts en Turquie et 2 morts à Samos. Entré en éruption il y a 8 jours sur l'île espagnole de La Palma, le volcan a arrêté lundi de cracher de la lave et des cendres, mais les scientifiques avertissaient que le scénario pouvait changer rapidement. L'activité du volcan s'est sensiblement réduite ces dernières heures à La Palma, a ainsi tweeté l'Institut des géosciences de Madrid graphique à l'appui d'une courbe rouge descendant brutalement. Mais il faut rester très attentif à son évolution car le scénario peut changer très rapidement, a-t-il ajouté. Nous verrons comment cela évolue dans les prochaines heures. Le tremblement volcanique a presque disparu, tout comme l'activité explosive strombolienne, type d'activité volcanique alternant éruption de lave et projection explosive est nommé ainsi en référence au volcan de l'île de Stromboli dans le sud de l'Italie, a également indiqué l'Institut volcanologique des Canaries sur le même réseau social. Ici, les images du volcan montraient un flux orange flamboyant expulsé par le volcan. Dans la nuit de dimanche à lundi,
Les habitants de plusieurs quartiers d'une commune de l'île ont été confinés en raison des craintes d'émanation de gaz toxiques qui pourraient provoquer l'arrivée de la mer de la Lave, qui s'est située à moins 2 km de la côte dimanche soir. À Singapour, de nouveaux robots de livraison aident les résidents vivant à proximité d'un centre commercial à ramener leurs courses à la maison et à faire livrer des aliments et des colis. Après avoir fait leurs courses, les résidents peuvent apporter leurs achats à un point de collecte dans le centre commercial et programmer la livraison. Un robot Camelo, développé par l'entreprise technologique Otsao, apportera les articles dans le hall de l'ascenseur du résident à l'heure convenue. Et l'utilisateur pourra scanner un code QR pour ouvrir le compartiment. Environ 700 ménages d'un lotissement Punggol peuvent utiliser ce service dans le cadre d'un essai d'1 an. Les 2 robots pèsent 80 kg. Chacun se déplace à une vitesse maximale de 5 km par heure. Ils seront accompagnés d'un agent de sécurité pendant la période d'essai. High-Tech Singapore a également utilisé des robots pour diffuser des messages sur la distance sociale dans les parcs et déployer des robots de nettoyage dans les centres commerciaux et à l'aéroport. Saïd Mounir Al-Sagouf, ingénieur chez Otsao, se prononce. Vous pouvez donc déposer votre colis à Oasis Terrace et programmer l'heure à laquelle vous souhaitez que votre colis soit livré ou que vos marchandises soient livrées. Par exemple, pour des courses, puis vous pouvez attendre dans votre salle. À l'heure précise que vous avez indiquée, vous descendrez simplement et verrez vos courses et vos marchandises. Ainsi, tous vos biens et colis, même vos produits d'épicerie qui vous sont livrés. Vous pouvez être rassuré qu'ils sont désinfectés par ces modules LED UVC. Ça s'allume pendant 5 minutes, puis s'éteint pendant 5 minutes. Il vous suffit de 5 minutes pour que vos marchandises soient désinfectées. En somme, ce robot sera utile pour les Singapouriens. Parlons sport dans ce journal. Les Aigles dames du Mali ont perdu le dimanche 26 septembre en finale de l'Afrobasket Cameroun 2021 face au Nigeria 53-70. Pas de médaille d'or pour le Mali qui ramène quand même la médaille d'argent. El Hadj Malik Guiteya. Le Mali termine ainsi 2e du tournoi et améliore toutefois sa performance par rapport aux 10 dernières éditions lors desquelles les Aigles dames ont ramené la médaille de bronze. Auparavant, en petite finale, le Sénégal avait perdu 49-53 face au pays organisateur, le Cameroun, qui sauve ainsi son tournoi par la médaille de bronze. Les Nigériennes ont survolé cette compétition en dominant largement toutes les équipes qu'elles ont rencontrées et confirmant ainsi leur suprématie en basketball féminin africain. Quant au Mali, qui a une équipe très jeune avec une moyenne d'âge de 23 ans, il peut s'attendre à un avenir radieux avec des joueuses comme Mariam Koulibaly, présente dans les 5 majeurs du tournoi, et Sika Kone, Djeneba Diaye, entre autres. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.